Et donc aujourd'hui, on va présenter un peu Hugging Face, que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Hugging Face ici? Ouais, donc Petite presque poignée, la ouais. moitié, c'est déjà pas mal. Et donc on va faire le tour des catégories de modèles que vous trouvez là-dessus. Il y en a beaucoup, donc on va pas toutes les faire, mais on va vous les montrer. Et donc on va choisir quelques modèles et on va illustrer sur un use case un peu l'utilisation de ces modèles. Ça va être autour du use case du grand-père de Jérôme. Donc on va essayer de créer un robot pour le grand-père de Jérôme parce qu'il a des problèmes, il n'entend pas très bien, il voit pas Ouais, c'est grand-chose, presque un légume. il perd tout le temps sa télécommande et ses affaires. Et donc on va lui faire un petit robot majordome. Et donc ça sera Alfred le robot. Donc un assistant majordome. Donc on va lui donner les fonctionnalités déjà d'être capable de reconnaître son grand-père, qu'il sache le reconnaître lui et pas une autre personne, de reconnaître le petit-fils, de reconnaître les amis. Ensuite, on va lui donner des fonctionnalités. Alors ça, c'est plus pour que Jérôme se sente mieux, alors du coup, de sécurité. Donc on va lui mettre la détection d'intrusion. On va lui donner la capacité à détecter si le grand-père tombe, s'il y a une chute, s'il y a une intrusion, ce genre de choses. Aussi du monitoring passif, c'est-à-dire que si le grand-père fait que tousser et pas bien, lui, il pourra faire des statistiques de dire ça fait 2 semaines que tu tousses, voilà, je le sais quoi. Et puis aussi, on va l'aider à retrouver sa télécommande, voilà, qui perd toujours. Juste avant, alors du coup, oui, j'ai oublié de me présenter. Donc, Marc Florian, architecte cloud. Je suis co-organisateur des Meetup Python et Rust. Et Jérôme. Et moi, Jérôme Garcia, donc je suis pareil, co-organisateur du Meetup Rust seulement. Et je suis CTO de Bashroom et architecte cloud aussi. Du coup, je te laisse Donc continuer. j'enchaîne. Donc du coup, juste pour le robot, donc on va faire ça sous forme de démo. Et on va faire ça dans un environnement simulé. On a à peu près un robot sur nous pour vous faire la démo. Et donc pour ça, d'abord, il va nous falloir construire ce robot et on va le faire sur Hugging Face. Donc je vais d'abord vous faire un tour de Hugging Face. Hop là, c'est sorti, j'aurais pas dû. Donc Hugging Face, il n'y en a pas beaucoup qui ont levé la main tout à l'heure. Hugging Face, c'est une entreprise franco-américaine. C'est un peu le GitHub de l'IA. Donc c'est là où on va trouver tous les modèles open source. On va trouver les datasets pour entraîner ces modèles. On va trouver les spaces. Donc ce qu'on appelle space, ce sont des UI, des interfaces graphiques qui vont nous permettre de tester les modèles. Des inférences API pour pouvoir les appeler à distance. Et la force de Hugging Face, elle réside dans son écosystème, notamment autour des librairies. Là, il y en a quelques-unes de listées, Transformers, Diffusers. C'est ce qui va nous permettre de développer des modèles qui génèrent du texte, qui génèrent de l'image, de l'audio, de la vidéo. Il y a une librairie dataset qui va être, son rôle, ça va être de standardiser le stockage des datasets, justement, et de pouvoir se les échanger, les charger, les utiliser. La librairie Gradio, ça va être spécifiquement cette librairie qui va nous permettre de développer les spaces qu'on a vu juste au-dessus pour faire les interfaces graphiques. C'est un peu plus simple de faire, c'est beaucoup plus simple de faire une interface graphique avec Gradio qu'avec des frameworks qu'on connaît comme Angular et tout ça. Mais par contre, ouais, c'est pour du test, du POC, etc. La librairie Small Agent aussi, la librairie Small Agent va nous permettre de développer des modèles qui vont générer et exécuter du code et exécuter aussi des outils environnants autour de l'agent. Et enfin, il y a une initiative de Hugging Face qui s'appelle Le Robot et qui va recenser un peu toutes les librairies, les modèles, les datasets autour de la robotique directement. Donc là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Hugging Face. Hop. J'arrive sur la page d'accueil. Donc là, sur la page d'accueil, en haut, on retrouve ce dont j'ai parlé, les modèles, les datasets, les spaces. Et là, ce qui va m'intéresser de vous montrer surtout, c'est les catégories qu'il y a de modèles dans Hugging Face. Donc là, je suis sur les modèles. À gauche, je vais juste étendre les catégories. Donc voilà, à gauche, on peut voir la liste de toutes les catégories présentes dans Hugging Face. Donc on voit pas très bien de loin, mais on va y passer dessus rapidement. Il y en a plus de 50 aujourd'hui. Donc très rapidement, je ne vais pas tous les lister, je vais juste passer sur les grandes catégories. Donc là, en haut, on a multimodal ici. Donc les modèles multimodaux, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une modalité. Une modalité, c'est un type au sens de l'IA, c'est-à-dire ça peut être une image, du texte, du code. C'est tout ce qu'on va donner à manger à l'IA pour
et ce qu'elle va nous sortir derrière. Donc c'est vraiment un type. Dans les modèles multimodaux, on a par exemple le Any-to-Any, où là, le Any-to-Any, on va lui donner du texte et une image, et en sortie, elle va pouvoir nous sortir de l'audio, par exemple. Ensuite, comme grande catégorie, on a la computer vision. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être tout ce qui est le visuel, donc pour l'IA, donc l'image, la vidéo. Celui-là, je rentre pas dans le détail parce que pendant la démo, on va en montrer quelques-uns. Et du coup, ça vous parlera peut-être plus que que de rentrer dans le détail à ce niveau-là. Ensuite, on a le Natural Language Processing. Donc là, ça va être tout ce qui concerne les modèles qui comprennent le langage. Donc on connaît ChatGPT et tout, mais ça ne fait pas que ça. Il y a aussi des modèles de classification de texte, etc. Par exemple, si j'en prends un au pif, il y a Summarization. Ça va être des modèles on va leur donner du texte en entrée et ils vont nous donner un résumé, des résumés de texte en fait. Ensuite, on a la catégorie audio. Donc là, pareil, c'est un peu obvious. Donc la catégorie audio, ça va être tout ce qui a trait à l'audio. On va aussi en voir pendant la démo. Donc là, si j'en cite un, par exemple, on va avoir la Voice Activity Detection. Donc ça, c'est un modèle qui est plutôt utilisé pour détecter à partir de quand une personne commence à parler et quand elle s'arrête, pour ensuite faire d'autres traitements derrière. Ensuite, on a la catégorie tabulaire, donc tabular. Là, c'est tous les modèles qui vont comprendre un peu les données de type tableau, donc Excel, spreadsheet et tout ça, et pouvoir faire des analyses de données, de la prédiction là-dessus. Donc, par exemple, le time series forecasting, c'est des données tabulaires si on prend un exemple, le prix sur une période donnée, du coup, le modèle va pouvoir un peu prédire le prix futur par rapport à ces données antérieures. Après, en dernière catégorie, on a le reinforcement learning. Donc là, je vais expliquer les deux sous-catégories. Donc le reinforcement learning lui-même, ça va être des modèles qui vont apprendre par l'échec. Donc on va donner à notre modèle des tâches à effectuer et à chaque fois, on va lui dire c'est OK ou c'est pas OK. Et à force de répétition, le modèle va apprendre de lui-même qu'est-ce qui est OK et pouvoir répéter la tâche après l'apprentissage. Et après, on a des modèles de type robotique. Donc là, c'est tout ce qui a trait au robot. Ces modèles-là prennent en entrée un aspect visuel, donc via des caméras et du texte, comme pour dire une action. Et derrière, le modèle va nous donner des actions robots, c'est-à-dire avancer une pince, par exemple, pour un bras robotique, fermer une pince, lever, etc. Et la dernière catégorie, ça va être le graph machine learning. Donc là, ça va être des données. Le modèle va comprendre des données sous forme de graphes. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Neo4j, par exemple. C'est des données qui sont représentées sous forme de nœuds et de liens entre les nœuds. Donc là, c'est pour les catégories. Donc, si je reviens au robot pour mon grand-père, le robot majordome, là, on va le faire directement dans Hugging Face, donc via le modèle Trellis. Donc, je recherche en haut le modèle Trellis, donc c'est celui-ci que je veux utiliser. Donc, avant de rentrer dans le détail, là, c'est une page de modèle sur Hugging Face. Donc ici, on a la modèle card, c'est la représentation du modèle, la description un peu de ce que fait le modèle. Sur la droite, on va retrouver des statistiques de téléchargement, les inférences provider, le modèle tree. Modèle tree, c'est un peu les forks sur GitHub. Et après, on a en bas les spaces qui utilisent donc ce modèle, donc les spaces pour faire les démos. On va justement en utiliser un. Donc en jaune, on a le space qui est développé par l'éditeur du modèle lui-même. Donc on va utiliser celui-là. Hop. Donc je clique dessus. On arrive sur la page pour tester le modèle. Donc juste avant de vous présenter cette page, je vais lancer la génération parce que ça prend quelques secondes et ça me donnera du temps pour parler. Donc là, j'ai uploadé l'image et je vais lancer le generate. Donc Trellis, qu'est-ce que c'est comme modèle? Trellis, c'est un modèle, on va lui donner une image en 2D et lui, normalement, va nous fournir son modèle 3D qu'on va ensuite pouvoir importer dans un environnement de simulation, type Blender et tout ça. On va pouvoir extraire ce qu'on appelle le GLB et qui va pouvoir nous servir après pour faire notre simulation. Donc Trellis, ce modèle, il prend une ou plusieurs images en entrée
Et on peut lui donner quelques paramètres pour, alors ici, là, je ne sais pas si on voit bien, en bas, génération setting, ça va être des paramètres pour guider un peu le modèle sur sa génération. Et en bas, des paramètres de post-processing. Donc là, voilà, le temps que je parle, du coup, on a une autre modèle. Donc là, c'est une vidéo qui n'est pas très représentative. Hein, je pense que c'est fait en post-processing dans le modèle. Le vrai modèle qu'on a en sortie, il est ici. Alors, est-ce que je vais y arriver avec le pad? Hop là. Tac, donc si je tourne, voilà. Donc c'est plutôt une belle réussite parce que quand on a voulu générer le robot la première fois, on a été jusqu'à 20 fois pour avoir un robot à peu près potable qui représentait quand même l'image là-bas. Mais à force, on y arrive. Donc là, ce robot-là, on peut l'extraire sous format GLB, comme je l'ai dit. Et il y a aussi le format Gaussian. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Gaussian, mais en gros, c'est pour représenter des modèles sous forme de nuages de points. C'est pas beaucoup fait pour l'animation, c'est plus pour faire de la très haute qualité d'image. Donc voilà, on a notre petit robot qui a été généré. Et donc, je vais laisser la main à Florian pour montrer un peu la suite de ce qu'on va faire de ce robot. Voilà, donc avant de créer notre robot physiquement, donc ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, on va le simuler dans un environnement, déjà pour pouvoir tester si vraiment si ça fonctionne, etc. Donc, pour l'environnement de simulation, on va utiliser NVIDIA Isaac Sim, qui est un environnement de simulation robotique. Donc, on aurait pu utiliser un game engine comme Godot, comme Unreal Engine, etc. Mais ils ne viennent pas avec les mêmes fonctionnalités, n'ont pas les mêmes use cases. Donc là, pour le coup, NVIDIA Isaac Sim est très adapté pour la robotique. Donc, par exemple, il vient avec un catalogue d'assets, avec des robots humanoïdes, des robots quadrupèdes, plein de robots qui existent sur le marché. Et donc, on peut potentiellement entraîner pour nos use cases à nous. Ensuite, il est très utilisé aussi pour créer de la donnée synthétique, c'est-à-dire qu'en fait, les robots qu'on aura dedans, ils auront toutes les articulations faites, etc. Ils auront des capteurs, et donc en fait, on pourrait, dans des environnements simulation, créer de la donnée de capteurs. Par exemple, le robot se déplace, et donc du coup, après, utiliser ces données pour de l'entraînement. Par exemple, si je commande mon robot à faire une tâche, du coup, après, j'ai acquis des données pour pouvoir l'entraîner par imitation. Donc, il y a plusieurs façons d'entraîner les robots. Donc ensuite, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est l'intégration dans le ROS. Alors, je ne sais pas si ça parle, le ROS. C'est Robot Operating System. C'est tout un ensemble de librairies, donc de distribution, d'algorithmes déjà faits pour la navigation automatique, pour l'utilisation des données LIDAR. Donc LIDAR, c'est en fait, il envoie des rayonnements et puis en fait, il arrive à retrouver, à créer une sorte de représentation de la scène. Donc des algorithmes de SLAM, etc. Donc je ne vais pas dire tout ce qu'il peut faire. Mais voilà, donc il y a cette intégration dans l'écosystème ROS. Donc on peut en fait intégrer notre hardware, des parties de notre hardware et intégrer une autre partie dans la simulation. On peut faire des choses un peu hybrides. Mais par contre, et il y a un rendu photoréaliste aussi qui est assez intéressant. Par contre, c'est assez difficile à lancer sur tous vos PC parce que là, si je voulais le lancer là-dessus, je ne pourrais pas. Il faut 16 Go de mémoire graphique, ce qui veut dire une carte graphique à peu près à 2000 €. Donc, j'ai pas le. Voilà. Il faut du matériel pour le lancer. Et 32 Go de RAM aussi, donc on connaît le prix de la RAM. Surtout en ce moment. Du coup, on ne va pas faire de démo, malheureusement, on aura des vidéos. Mais bon, c'est des vidéos de vraies démos que j'ai fait sur mon PC chez moi. Voilà. Et donc, ici, on a l'appartement du grand-père de Jérôme, à Toulouse. Donc, il est magnifique, il vit bien. C'est pour ça qu'il pouvait se payer notre robot. Mais en réalité, cette scène, on l'a importée du catalogue d'assets. Et donc, c'est ça qui est assez riche dans ce catalogue, c'est que, en fait, on peut importer un hôpital entier, on peut importer des choses qui sont juste avec un drag and drop, et c'est assez facile de commencer. Il y a même plein d'objets dissimulés dans la scène, donc pour ceux qui font un peu de 3D et qui à chaque fois ont la douleur de devoir trouver les objets 3D en ligne et de les remettre,
Là, il y a des catalogues assez complets. Et donc, c'est notre petit robot. Mais là, pour l'instant, notre petit robot, en fait, il est un peu comme le grand-père de Jérôme. Il voit rien, il comprend, enfin voilà, il voit rien, il entend rien et il comprend pas grand-chose. Donc, il n'est pas capable encore de retrouver la télécommande. Donc, on va lui donner des capacités d'abord visuelles, à comprendre son environnement de façon visuelle. Et donc, c'est le parallèle avec le computer vision. Mais ça va me permettre aussi d'introduire plus de modèles que ce qu'on va utiliser dans la démo. Donc, par exemple, Ultralytics, peut-être qu'il y en a qui connaissent les modèles YOLO ici. Il y en a quelques-uns, ouais. Donc, Ultralytics, c'est une entreprise qui fait du computer vision. Et donc, ils ont 6 modèles. Donc, le premier, c'est l'Object Detection. Là, donc c'est celui qui est tout à gauche. Le principe, c'est que sur une zone vidéo, par exemple, si je vous prends vous, il va détecter, il va mettre des B-box, donc des zones rectangulaires autour des chaises, autour des gens, autour de toutes les classes qu'il reconnaît. Il y en a 80 classes pré-entraînées, c'est parce que c'est entraîné sur un dataset qui s'appelle Coco, et donc ils ont 80 labels par image, si présent ou pas. Ensuite, il y a la segmentation, donc là c'est beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de catégoriser une zone rectangulaire, on dit au pixel près quelle est la zone où se trouve le scotch, ou bien autre chose qui pourrait être dans la scène, donc la personne, etc. Mais la segmentation, il y en a plusieurs catégories, et j'en cite 3, mais il y en a plus que ça. Donc la première catégorie, ça va être, donc c'est sur la droite là, la première, ça va être pour des besoins où on a juste besoin d'identifier une foule. Est-ce qu'il y a une personne présente dans la zone? On n'a pas besoin d'identifier une instance, une personne en particulier. Donc ça va être la segmentation sémantique. La deuxième type de segmentation, c'est une qui va attribuer des identifiants d'instances donc aux classes qu'on va trouver. Donc la personne 1, personne 2, personne 3, etc. Et ensuite, il y a la panoptique. La panoptique, elle, ce qu'elle fait, c'est quand on a besoin de comprendre toute la scène. C'est-à-dire tous les pixels doivent être classés. Donc, dans des modèles où on a besoin, enfin dans des environnements où on a besoin de comprendre tout l'environnement, on va utiliser ces types de segmentation. Et puis, donc la dernière de ce slide, c'est la classification. La classification, elle ne va pas dire, tiens, il y a telle chose ici, telle chose là. Elle est faite pour aller très vite. Donc ça peut être utilisé par exemple pour l'industriel, pour regarder chaque pièce et dire défaut, pas défaut, pour derrière faire une analyse plus profonde par exemple. Mais c'est d'autres cas, par exemple là, elle vérifie si la personne a son casque. Bon, pourquoi pas. Mais le modèle, donc Ultralytics, ils font autre chose, ils font aussi donc la pose, qui est très utilisée pour l'animation, pour la robotique, puisqu'en fait, à partir d'une image de moi, par exemple, si je bouge, il va me créer les os, donc les bones, qui peuvent être utilisés dans de la 3D, pour animer un robot, pour animer du cinéma, aussi pour détecter dans des applications, par exemple, si vous faites une application de fitness, de vérifier si la position est bonne, ou bien si le coureur a une bonne position, ce genre de choses. L'OBB, c'est l'Oriented Bounding Box. Donc c'est la même chose que l'Object, sauf qu'en fait les Bounding Box sont avec un angle, tout simplement. Et le tracking, qui n'est pas un modèle, c'est juste l'Object, c'est juste le premier modèle, le Detection, mais avec un algorithme de tracking qui va permettre en fait sur de la vidéo d'identifier la voiture et la suivre sur son trajet. Et nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser l'Object Detection. Déjà, ça va être pas mal. Ça va nous permettre d'identifier ce qu'il y a dans l'environnement, de détecter quand des personnes arrivent pour pouvoir ensuite reconnaître potentiellement le visage de la personne, détecter des objets dans l'environnement. Et donc, on va utiliser l'Object Detection. Ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est que c'était des petits modèles. Ça peut tourner sur CPU. Donc celui-là, il tourne très bien sur des Raspberry, à plusieurs frames par seconde. Par contre, ils viennent avec 5 gabarits différents. Donc là, j'ai pris le plus gros pour la démo, mais après, vous pouvez prendre les différents gabarits. Et donc après, évidemment, le nombre de fois que vous exécutez le modèle par seconde dépendra de votre matériel et de votre use case. Mais après, si vous voulez vraiment tourner le truc très vite, vaut mieux aller sur du GPU. Donc là, par exemple, il détecte des personnes avec une probabilité ici qui est de 0,89, 0,86. Et donc démo, on va vous montrer un peu.
Allez, hop. Voilà, donc là, en fait, le petit robot, je lui ai mis des roues aussi. Alors ça, je l'ai pas présenté parce que c'est pas forcément intéressant, mais disons que en fait, je l'ai utilisé comme coque, ce qu'on a rajouté par-dessus un robot qui avait déjà 3 roues. Donc il n'est pas très très stable, mais bon, ça suffit. Et, et puis je le téléopère. Donc j'ai pas fait aussi le déplacement automatique parce que ça, c'est des algorithmes qui existent déjà. Il n'y avait pas besoin d'utiliser de modèle pour faire la navigation. Et puis là, moi, je le téléopère, c'est plus facile pour la démo. Donc là, il se déplace dans la scène. Et puis il arrive devant cette table. Et là, on voit qu'il y a un objet intéressant ici. Donc, il a détecté ici 10 objets, dont la télécommande. Donc, le grand-père va être On content. la voit pas très bien, mais elle est là. Ouais, c'est vrai qu'on la voit pas très bien ici. Mais elle est ici, ouais. Elle est là. Et donc, il l'a détecté. Il a détecté aussi des plantes, des canapés. Il a détecté 3 livres, par contre, alors que, en fait, il n'y en a que 2. Mais il l'a donné à 0,39 sur 1 de certitude. Donc, en fait, on peut se dire que on n'est pas sûr de l'information. Et là, ce qu'on va voir, c'est que je vais faire plusieurs fois l'object detection. Et ce qu'on voit, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir parce que ça allait vite, mais les valeurs changent à chaque fois. Et donc, ce qu'on va faire pour vraiment être sûr d'une information, parce que des fois, il va détecter des téléviseurs sur un canapé qui est vachement noir ou sur un tableau au fond. Et donc, nous, le fait d'avoir plusieurs images par seconde, ça va nous permettre de lisser les résultats et donc de détecter les faux positifs, donc de les supprimer tout simplement. Et donc voilà, donc là on a réussi à trouver la télécommande avec une probabilité à 93%, on est sûr qu'elle est là, et c'est super. Maintenant, on va utiliser, voilà, là en fait c'est un peu ce qu'il fait là, il va donner des zones comme ça. Après le résultat, on peut l'avoir sous forme d'image, mais on l'a aussi sous forme JSON, ce qui est plus utilisable dans des logiciels. Donc voilà, là il détecte tout bien. Et donc j'aimerais introduire un nouveau type de modèle, peut-être les embeddings, s'il y en a qui connaissent ici. Ouais, plusieurs, ça je vois. Donc c'est un des modèles les plus importants dans toutes les catégories qu'on a sur Hugging Face, puisqu'ils sont la base de beaucoup d'architectures de modèles. Ils sont intégrés dans les architectures de modèles. Le principe d'un embedding, donc, en fait, déjà c'est un modèle qui va créer des embeddings, mais qu'est-ce que c'est? Un embedding, c'est une représentation vectorielle qui a une sémantique en quelque sorte. Donc là, par exemple, vous en avez un d'embedding avec 4 dimensions, on va représenter un chat, par exemple, la donnée chat dans un embedding. Donc c'est un être vivant. Donc la donnée, elle est entre -1 et +1. Donc oui, c'est un être vivant. Est-ce qu'il est feignant? Oui. Est-ce qu'il est dangereux? Pas trop. Et il tolère un peu les humains? Donc voilà, là on a en fait, c'est une représentation un peu conceptuelle de ce qu'est un embedding. Mais en réalité, les embeddings, ils ont plutôt 256, 512 dimensions. On n'est pas sur 4 dimensions, on n'est pas sur des dimensions aussi compréhensibles. Souvent, on ne comprend pas en fait ce que sont ces dimensions. Mais ça permet donc en fait, ça permet de faire de l'étude de similarité, ces embeddings. Donc là, par exemple, si je veux par exemple comparer, disons, attends, déjà je vais expliquer dans l'étude de similarité. Donc l'étude de similarité, par exemple, pour du texte, si je mets des informations de texte ou des images, ou par exemple les visages de personnes, ce qu'on va faire nous après justement, en fait on va pouvoir voir que, donc on va créer un embedding de la tête de Jérôme, et puis on va comparer avec une image qui sera dans la scène qui sera Jérôme mais pas la même image. Et en fait, ces 2 vecteurs vont avoir une similarité qui va nous dire ouais, c'est bien Jérôme. Et donc ça, c'est un des use cases. Donc les embedding models aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la comparaison entre plusieurs modalités. Donc il y a une très grande diversité de modèles d'embedding qui prennent à la fois des images, du 3D, qui prennent du code, qui prennent du texte, de l'audio, du graphe, des données de capteurs. Et donc ça nous permet de faire des comparaisons entre des choses qui sont difficilement comparables par défaut. Donc par exemple, une image d'un chat aura le même embedding potentiellement du bruit du chat tout simplement. Parce que la représentation sémantique finalement c'est la même. Et donc voilà.
Et on va utiliser pour ça, pour faire l'étude de similarité, une base de données vecteur qui s'appelle Qdrant, qui est codée en Rust. Et donc là-dessus, on va stocker les embeddings, on va leur associer des métadonnées pour pouvoir retrouver où est-ce qu'il est le fichier. Parce qu'en fait, on va stocker juste un vecteur, donc cette donnée qui ne signifie pas grand-chose pour nous, et on va lui ajouter le chemin vers le fichier ou les informations qui nous intéressent. Et pour ça, en fait, nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, on a envie que notre robot, il reconnaisse les gens il reconnaisse Jérôme surtout, et le grand-père, et puis qu'il sache détecter quand quelqu'un n'est pas connu de la famille, pour détecter des intrusions, par exemple. Et donc, on va utiliser pas un seul modèle, parce que là, il y a plus de choses à faire. Donc, on va utiliser une librairie qui s'appelle Deep Insight Face, qui, elle, va faire, on va exécuter une pipeline qui va faire plein de choses. La première chose qu'elle va faire, c'est que sur une image, elle va détecter, donc elle va mettre des petits carrés autour de tous les visages qu'elle trouve. Ensuite, elle va mettre 5 points sur les yeux, la bouche et le nez. Et donc ça lui permet de calibrer où est-ce que sont les visages. Ensuite, elle va les couper, puisque là, elle aura bien calibré, du coup, elle va couper cette zone pour avoir vraiment le visage. Elle va le redimensionner en 112 par 112 pour avoir une taille fixe pour les entrées. Et là-dessus, on va créer un embedding. On ne va pas créer un embedding sur un truc comme ça parce que ça n'aura aucun sens. On crée vraiment les embeddings sur la partie du visage qui est utilisée par le modèle. Et nous, le modèle qu'on utilise, c'est un modèle open source aussi qui s'appelle AuraFace V1, sans restriction commerciale, et puis qui va faire ce travail derrière. Et aussi, intéressant aussi, c'est que là, vous allez me dire, oui, mais si je mets la photo de quelqu'un ou si je mets un écran, il va aussi détecter. Donc du coup, il y a des modèles qui permettent ça. C'est des modèles d'anti-spoofing qui vont permettre de détecter quand il y a une image ou que quelqu'un essaie d'escroquer le modèle en mettant un écran ou ce genre de choses. Et il y a plusieurs façons après de faire de l'objet detection. On peut le faire à partir de 2D, à partir de 3D aussi. Nous ici, on va le faire à partir de 2D et sans utiliser l'anti-spoofing. Donc dans notre base de données, on va mettre ces 2 jolies photos de Jérôme, donc dans Qdrant. Et aussi, pour que ce soit un peu plus fun, on va rajouter 203 000 images d'un dataset avec des images random de gens sur Internet. Je pense qu'il n'y a pas de problème de droit, mais je n'ai pas vérifié. En tout cas, le dataset était public, on l'a téléchargé. Mais en fait, le use case là, c'est surtout pour vous montrer que ça marche bien, que ça ne va pas mettre la similarité avec une personne, disons que ça ne va pas trouver une autre personne que Jérôme dans notre base de données avant lui, quoi. Enfin, vous m'avez compris, j'espère. Mais de toute façon, il y aura la démo. Donc, là, ici, donc là, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, tiens, il y a une photo de Jérôme ici. Elle est là. Alors là, c'est vrai qu'on ne la voit pas très bien. Il y a assez peu de contraste. Mais c'est bien Jérôme sur la scène. Et c'est évidemment pas une photo qu'on a mise dans notre base de données, sinon ça serait trop facile. Il va se rapprocher après. C'est une photo, ouais, on va le voir. C'est une photo qui est en plus de profil. On a voulu le faire difficile en plus. Et donc là, du coup, je suis loin. Là, j'ai fait une recherche. Et là, il a trouvé, alors pourtant, je ne suis pas à côté. Donc, il a trouvé déjà, tiens, il y a 2 Jérôme Garcia que je connais. Ils sont à 49%. Ah, j'aurais aimé que ce soit plus quand même. Mais 49, 44. Et ensuite, il y a des personnes inconnues qui sont à 39. Bon, alors là, du coup, il va se rapprocher. Peut-être que du coup, il faudrait qu'on ait une meilleure qualité aussi. Et là, on se rapproche. Tiens, là, il commence à avoir des meilleurs résultats. Et là, s'il se met ici, là, on est à 60%, 52%. Et donc après, c'est des seuils arbitraires qu'on va définir en fonction de la qualité de modèle qu'on aura. Et puis, on n'est pas non plus censé avoir 200 000 images dans notre base de données. On est censé avoir la famille. Donc, dans les cas, nous, on pourrait se dire qu'à 45%, on dit que c'est Jérôme, par exemple. Enfin, on dit que c'est une personne qu'on connaît. Donc, c'est un seuil arbitraire qu'on pourrait mettre. Et là, on voit qu'il a quand même trouvé en premier Jérôme et Jérôme, donc c'est cool. Mais il y a quand même des personnes qui ressemblent pas mal à Jérôme dans la base de données, à 38%. Et donc, on va vous montrer à quoi il ressemble.
me ressemble pas du tout. Il ressemble. Voilà, donc ça c'était la photo à gauche qui était dans la scène. Ça c'est la photo, donc la première avec la confiance la plus haute. Et puis ici, on a vraiment quelqu'un qui quand même ressemble à Jérôme. Mais là, on le voit pas bien, mais en réalité, dans l'obscurité un peu, on peut se tromper. Ils ont les mêmes sourcils, le même sourire, il y a le même nez, il y a tout pareil. Du coup, moi, je me serais peut-être trompé. Au moins. Donc là, en fait, notre modèle, on a donné la capacité à reconnaître des gens, à reconnaître surtout Jérôme, à détecter quand il ne connaît pas quelqu'un. On lui a donné la capacité à reconnaître quand il y a des personnes qui arrivent, à retrouver des objets dans la scène. Mais il n'entend pas très bien encore. Donc on aimerait lui donner un modèle qui va permettre de comprendre l'environnement sonore. Et pour ça, il y a un modèle du MIT qui existe, qui a été entraîné sur 527 classes, donc c'est ce qui est assez large, et puis qui peut prédire plusieurs labels à la fois. Donc il peut prédire à la fois que, tiens, il y a quelqu'un qui marche, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, il va détecter plusieurs choses en même temps. Et donc, c'est des données, nous, qu'on peut récupérer derrière. Et aussi, ça marche sur des durées variables, enfin des longueurs variables au niveau de la musique qu'on envoie. Parce que ça aurait pu être sur 1 seconde fixe. Mais là, du coup, on peut lui passer 3 minutes comme on peut lui passer 10 secondes. Et donc, je vais vous montrer. Par contre, j'espère qu'on va entendre. Donc là, le principe, c'est qu'on va jouer des sons. Donc le premier, c'est on va ouvrir une porte. Ensuite, on va jouer un vieux monsieur qui tombe dans les escaliers. Et on aimerait bien que, là par contre, ça c'est notre use case, donc on aimerait bien qu'il le découvre quand même. Ensuite, un monsieur qui hurle à la mort. Et donc une fenêtre aussi qui se casse. Donc là, l'intrusion, là il faut qu'il sache qu'il se passe quelque chose aussi. Et puis on va voir s'il les détecte, ces choses-là. La première chose donc on l'a lancé, il détecte qu'il y a le silence à 69%. Bon, on aurait aimé que ce soit un peu plus haut, mais ça a le mérite d'exister. Donc 69%, on est quand même à peu près sûr que c'est bon. Puisqu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, donc il détecte. Bon. Et là, je vais jouer les sons. J'espère qu'on va entendre. Vous avez entendu? Pas très bien. Je vais le monter un peu. Bon, c'était une porte, les autres, on les entendra mieux. Et donc, j'enregistre 5 secondes. Bon, c'est arbitraire, j'aurais pu faire plus. Et donc là, 70% que c'est une porte. C'est pas mal. Donc, il sait reconnaître quand il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Puis, donc voilà. Et donc après, le principe, c'est que ces données, on va pas lui faire le robot va pas leur faire confiance directement, il va aller vérifier ensuite. Le principe, c'est qu'il y a des informations qu'on peut vérifier par la multimodalité derrière, donc pour avoir un taux de confiance plus haut. C'est-à-dire que là, si j'entends une porte, après, je vais aller vérifier, je détecte des choses, ça va me permettre de croiser les informations que j'ai et d'avoir un meilleur taux de confiance sur les choses de l'environnement. Alors là, c'était un monsieur qui tombait dans les escaliers. Et là, il a détecté une porte. Alors, du coup, on est un peu déçus parce qu'on aurait aimé qu'il détecte un peu plus qu'une porte. Mais du coup, là, ça veut dire qu'il faut qu'on entraîne notre modèle pour détecter ce genre de choses. Mais ce n'est pas aussi simple parce que du coup, ça veut dire qu'il faut trouver les données. Il faut tomber dans les escaliers. Quoi. Et donc, il va falloir... donc, un des use cases pour ça, c'est qu'en fait, une des moyens pour ça, c'est qu'on va créer des données synthétiques, parce qu'il y a des modèles qui ont été entraînés sur énormément de données. On va utiliser des modèles pour générer de la donnée synthétique. On va aussi récupérer des données de datasets publics. Et puis, on va devoir créer, par exemple, à partir de à peu près 1000 exemples pour avoir une classe. Il nous faudra à peu près ça. Avec des cas qui ressemblent, mais qui ne sont pas. Donc, il faut vraiment faire un dataset assez bien. Mais le problème de celui-là, c'est qu'on ne va pas juste, pour ce modèle-là, si on veut l'entraîner, on ne va pas juste rajouter une classe. Il faut refaire la tête de sélection. C'est-à-dire qu'il faut refaire l'ensemble des classes qu'on veut détecter. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin des 500, je ne sais plus combien. Donc, nous, on va le spécialiser sur, par exemple, les 20 classes de notre use case. Et on va refaire la tête de sélection. En fait, le modèle est déjà entraîné. C'est juste la dernière partie
qu'il faut refaire. Je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais voilà, du coup, il faut reconstituer un dataset et réentraîner. Si on veut vraiment détecter ça, et nous, on aimerait bien. Donc ensuite, là, c'est un monsieur qui hurle. Voilà. Pas Donc si là, il a entendu des gémissements, donc on est pas mal. Il y a des gémissements, bah là, il peut aller se déplacer et vérifier que, bah, tiens, voilà, il n'est pas bien. Voilà. Il n'est pas bien, on va appeler les enfants, on va leur dire, bon, bah là, il faut que vous vous déplacez ou il faut appeler l'ambulance, mais on n'est pas dans une situation qui nous plaît. Ouais. C'est pas fini. Donc là, maintenant, on va jouer. Ouais, ça a coupé, mais c'est la vidéo, ça. Donc là, c'était une fenêtre qui se cassait. Donc là, on peut détecter de l'intrusion déjà. On a 44% de fiabilité là-dessus. Shatter, glace, explosion. Donc là, on est à 100% de fiabilité sur ce genre de résultat. Ce qui est bien. Et du coup, maintenant, disons qu'on lui a donné la capacité à reconnaître son environnement, mais pas vraiment interagir. Et là-dessus, Jérôme, je te laisse reprendre. Alors, on l'a pas fait, mais Ça, on aurait pu lui donner des bras à ce robot pour justement récupérer la télécommande du grand-père et tout ça. Donc, pour ça, juste, on va terminer sur ce modèle-là. Donc, c'est un modèle robotique, du coup, dont je parlais au tout début. Donc là, ce qui est important, c'est peut-être pas le nom du modèle, là, c'est Small VLA, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un modèle de type de la catégorie Visual Language Action. Donc, ce sont des modèles, comme je le disais au début, qui vont prendre un aspect visuel, donc via des caméras. Donc, souvent, c'est une caméra du dessus qui va filmer l'environnement du robot, une caméra sur le robot aussi pour voir ce qu'il va attraper, tout ça. Et on va lui donner également l'état du robot, donc via des capteurs, la position du bras, etc. Et on va lui donner également une instruction via du langage pour lui dire attrape cet objet, etc. Et du coup, en sortie, on va avoir une action robot, donc avancer la pince, fermer la pince, lever, etc. Ce qui est important ici, c'est que ce modèle-là, il fait partie de l'initiative Le Robot de GameFace dont j'ai parlé au tout début. Et il a plein de modèles de robots, des robots qui sont pré-entraînés sur le modèle, dont celui-ci, Richie 2 avec son super débardeur marinière là. Je sais pas si on voit très bien sur la droite. Donc en fait, bon là on voit que le robot, mais là vous allez voir la dame. Il y a une dame sur le côté à droite avec un casque VR, avec des poignées, et en fait elle est en train de récolter de la donnée sur le robot en faisant de l'imitation learning. Donc elle lui fait poser là une bouteille sur une étagère des centaines de fois d'affilée. Et elle récolte de la data pour ensuite pouvoir apprendre à notre robot à faire le même geste par lui-même. Voilà, donc on aurait pu rajouter ça sur le robot. Bon, on l'a pas animé parce que l'animation après ça rajoute une certaine complexité pour l'instant, mais on aurait pu le faire. Mais voilà. ces modèles sont quand même assez neufs et pas tellement faciles à intégrer pour l'instant. Donc, en plus, c'est des petits modèles. C'était quelle taille Là, il y en a du 450 millions de paramètres. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais c'est c'est très surtout petit. 2 gigas de RAM. 2 gigas de VRAM, ouais. De mémoire graphique. Donc Ce qui n'est pas grand-chose en réalité. C'est très petit comme modèle, ouais. Après, voilà, pour l'instant, ils sont encore tout jeunes. Voilà, du coup, on a terminé la présentation. Merci en tout cas. Donc là, si jamais on a les modèles qu'on a présentés ici, et là, on a fait aussi une petite liste de modèles qui pourraient être intéressants d'aller explorer sur GameFace. Donc n'hésitez pas à prendre en photo la slide si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et si vous avez des questions qui vous viennent, et je sais qu'il y en aura plein. Oui. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, les embeddings? Parce que typiquement, on a plein d'images potentiellement de visage, mais qu'est-ce qui fait que pour telle image donnée, on va avoir tel vecteur en résultat? Chaque embedding, en fait, il y a une grande diversité d'embedding. Concrètement, c'est des réseaux de neurones entraînés à créer donc cet espace vectoriel.
Et derrière, par exemple, dans des modèles qui vont faire de la classification, donc classer si c'est chat-chien, par exemple, on aura des modèles, des réseaux de convolution avant, on aura des choses, c'est très varié, là, il y a une grande diversité de modèles. Mais surtout, en fait, il y aura un réseau de neurones. Et donc, ce réseau de neurones va être entraîné. Et c'est la dernière sortie qui en fait, est une représentation sémantique de l'information qui a été donnée en entrée. Et derrière, en fait, on a une tête de classification qui va juste ressortir, par exemple, le chat-chien je sais pas, avec différents. Après, il y a différentes fonctions pour le faire. Mais vraiment, en fait, finalement, c'est à peu près tout le début d'un modèle en général dans la classification. Mais donc, En fait, ça va vraiment dépendre de l'architecture du modèle, mais c'est souvent C'est grâce ça. à des réseaux de neurones entraînés. C'est ça dépend du modèle. Et puis, comme il l'a dit pendant la présentation, en fait, la sémantique derrière, on l'a pas. Donc, on sait juste que ce qu'on passe dans un robot, en sortie, on sait que ça va être le vecteur. Si on passe le chat plusieurs fois, on va avoir la même sortie, c'est tout ce qu'on sait. Mais après, ce qui est à l'intérieur du vecteur, on va pas le savoir, quoi. Oui. Juste pour les datasets, c'est sur le site directement Oui. Ouais. Alors du coup, oui. En fait, Sur Hugging Face, en haut, là, tu avais dataset à côté de modèle. Et en fait, là-dedans, tu as toute une liste de datasets à télécharger. qui sont en accès gratuit. Voilà. Bon, après, je sais pas s'il y a des licences. Il y en a sur certains, il y a des licences, je suppose, mais faudra Il y a regarder. des licences comme pour les modèles, Comme pour les modèles, donc j'imagine. faut aussi regarder les licences. Ouais. Ouais, si c'est pour tester à la maison, ça va. Pas après. Mais même pour tester à la maison. Ah ouais, t'en as vu Par des comme ça exemple, on a voulu tester. Ah bah oui, au le tout début, premier. au début, on voulait utiliser un modèle qui faisait de la 2D tout 3D, mais qui était de Tencent, donc une entreprise dans le jeu vidéo, mais pas que, qui est assez connue, WeChat, etc. Et en fait, on l'a utilisé, il était vraiment super. On avait des résultats encore meilleurs que celui-là. Mais on s'est rendu compte que la licence nous interdisait de l'utiliser en Europe. Et alors, du coup, on s'est dit, bon, bah, mince, est-ce qu'on le présente? Est-ce qu'on se met. En plus, on enregistre. Donc, du coup, on serait complètement vrai. illégal sur YouTube à dire qu'on a utilisé ce modèle. Alors, bon, du coup, on a changé pour utiliser celui de Microsoft. Mais vraiment, au niveau des licences, il y a une très grande diversité de licences. Il faut faire attention. Par exemple, YOLO, on l'a présenté parce que c'était intéressant, parce qu'il y avait 6 modèles d'un coup. C'était aussi l'occasion d'introduire ces 6 modèles. Mais ils ont une licence qui s'appelle, je crois que c'est AGPL, qui va entraîner ce qu'ils appellent du copyleft. C'est-à-dire qu'en gros, si ton modèle est exposé à un utilisateur, tu dois mettre ton code open source. Donc pour une entreprise, ça ne plaît pas forcément à toutes les entreprises. Par contre, YOLO, on peut l'utiliser en interne dans l'entreprise sans avoir, si ça n'expose pas un utilisateur, sans avoir à changer à mettre open source quoi que ce soit. Donc il y a quand même des usages qui peuvent être utilisés en interne, mais pour nous, là, on aurait été embêtés, donc on aurait dû en utiliser un autre. Voilà. Vas-y. C'est par rapport à Hugging Face pour les space, il me semble, enfin en tout cas les démonstrations qu'il y a hébergées sur Hugging Face. Est-ce qu'il faut être logué? Est-ce qu'il faut payer un petit peu? Est-ce qu'il y a des prérequis? Oui, il faut loguer. Je pense que oui, pour Pas l'utiliser, t'en as qui sont disponibles. Ouais, il y en a disponibles sans login. Ouais. Alors, il faut être, sur certains modèles, tu vas pouvoir les tester. Tu es très limité si tu es en gratuit. Je crois qu'il y a 4 gigas de VRAM, je crois que tu peux utiliser. J'ai réussi à faire 1 ou 2 générations d'images, j'étais direct bloqué sur la journée. Donc, ouais, en général, si tu veux vraiment faire des tests plusieurs fois d'affilée, surtout sur la génération d'images, il faut prendre un abonnement. Ouais. Moi, j'ai pris 10 balles par mois. Mais en fait, c'est l'hébergeur qui va choisir le business model. Enfin, en gros, l'hébergeur, il peut dire bah, je prends tout pour moi et du coup, je donne des GPU gratuits. Mais aussi, il peut dire bah, c'est à la charge de l'utilisateur l'utilisation. Et donc, du coup, quand on crée on a un modèle pro, on a des quotas GPU et on peut s'en rajouter aussi. Du coup, ça vous a pris combien de temps pour arriver à ce que vous avez montré du moment où vous avez dit tiens, il faut qu'on fasse un petit robot qui analyse tout, au moment où il est capable de détecter Ça m'a pris du temps. Ouais.
Ça a pris, honnêtement, Ah. ça a pris un mois. Si tu sors Après, pas à 100%, mais si tu sors le fait qu'il fallait faire une présentation, ça a pris combien de oui, il y a temps? eu ça aussi. Puis ensuite, au début, on savait pas ce qu'on allait faire. On a un peu tâtonné pour arriver à ça. Mais en fait, c'est pas déjà quelque chose. Disons qu'il y a plein de choses qui sont pas intuitives au début. Là, par exemple, l'interface, enfin, je veux dire, NVIDIA Exacsim, donc je lance depuis du code Python. Donc ça, c'est le premier truc. Mais au début, il faut créer la scène depuis une interface. Donc ça veut dire que j'ai deux façons de lancer mon interface. Donc au début, je crée la scène. Donc depuis une interface, j'enregistre la scène et ensuite je prends cette scène et je la lance depuis du Python. Et aussi l'interface, je l'ai étendue. J'ai rajouté des fenêtres pour mettre des nouveaux boutons, pour mettre des trucs. C'est assez facile à étendre. Et ensuite, il y avait une chose qui était assez difficile. Enfin, pas non plus difficile, mais c'est juste qu'il faut pas se prendre la tête avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on le lance, on lance cette application depuis un seul environnement Python, ça veut dire que nos dépendances à nous, elles vont être en conflit avec l'application. Donc, soit on fait du multiprocess avec des appels d'API, etc. Moi, j'ai choisi la simplicité, mais finalement, c'était pas très simple parce que j'ai pété l'application. Enfin, j'ai pété le truc, donc il fallait mettre des contraintes sur les requirements que j'installais. Il fallait que j'installe des choses sans péter l'existant. Et ensuite, après, il y avait l'intégration des modèles. Mais ça, finalement, c'était pas le plus dur, parce que le plus dur, c'était l'utilisation. Enfin, c'était apprendre à utiliser l'interface, comment je téléopère le robot, comment je. Et si Bah, par ouais. exemple tu plugues ton algo sur une caméra et que toi-même tu lui montres des images devant la caméra, ça aurait pris moins de temps? Parce que là, il y a, de ce que je comprends, là, c'est tout le. Tu veux dire hors simulation? Ah oui, oui. Hors simulation, tu prends Alors, une ça caméra aurait- chez toi? c'est Bah ouais, très très simple. Ouais. ouais, je pense que c'est Ça, plus ça simple. prend. Ça Il te suffit que prend tu une arrives à heure, récupérer même le pas flux une de la heure. caméra et après tu peux brancher ton modèle dessus. La simulation du robot qui était. Bah, c'est-à-dire que c'est le setup, et puis parce que, bah, personnellement, c'est la première fois que j'utilisais NVIDIA Exactim. Je voulais le tester, et puis moi avant j'utilisais plutôt des game engine, et je me suis dit, bon, bah là pour ce use case, on va utiliser de la simulation. Mais après, si tu connais les choses, bah après ça va vite, forcément. Mais là, on n'est pas sur un truc que tu vas vibe coder sans savoir comment ça marche, et puis ça. Là, il faut Ah, quand même comprendre le logiciel même. le use case assez simple, c'est tu prends la caméra de chez toi, tu récupères le flux vidéo et tu peux faire l'object detection ou la détection de visage. Ça, je pense que c'est assez simple à faire. En plus, ça tourne sur un PC, sur du CPU, comme on l'a montré. Donc, ça va. CPU ou GPU, Ouais. selon la façon dont tu charges le runtime qui va lancer le modèle. Ouais. Donc, si tu utilises PyTorch, ben, il faut que ça fonctionne sur CUDA, sur ta carte graphique NVIDIA. Si tu n'as pas de NVIDIA, ça veut dire que. Donc, il y a quand même l'environnement GPU à mettre en place, souvent, qui peut poser des problèmes, surtout quand on n'a pas du matériel NVIDIA. Là, je n'ai pas Ouais. testé. Moi, Radeon, ça marcherait pas? je ne sais pas. Si ça marchera, mais. Trop d'expérience, c'est une purge. C'est honnêtement, même avec du Nvidia, des fois je me prends la tête. Après, j'y arrive toujours, mais Bah, je le me truc, prends des c'est fois la qu'ils ont tête. fait leur SDK NVIDIA pour faire de l'IA, non? CUDA, c'est Ah ben CUDA, oui, c'est c'est pour du Nvidia, Nvidia, donc c'est de la programmation GPU ouais. pour des cartes graphiques Nvidia. Donc, Avec si les tu sors librairies d'NVIDIA, CUCD. c'est possible. Tu vas juste galérer un peu plus, quoi. Ouais, tu n'auras pas les mêmes performances non plus. Radeon, ça coûte moins cher. Ça marchera sûrement, hein, mais après, il y a une très grande diversité de modèles et plein de façons de les lancer. Par exemple, là, ce que j'ai lancé, ça ne marche pas sur Ollama. Ils vont pas prendre de l'image Ollama, eux, c'est des générations de texte. Donc, tu as plein de runtime qui existent, qui ont des use cases différents, mais souvent, tu es obligé d'utiliser PyTorch ou Transformers ou d'autres librairies qui. Et là, en fait, tu vas devoir un peu tâtonner pour que ça marche sur ton GPU, qu'il soit reconnu par ton environnement Python. Mais au-delà de NVIDIA, je ne saurais pas répondre parce que je ne fais que de NVIDIA moi, pour ça. Les trois modèles en simultané, ils peuvent tourner sur un petit setup? Alors en gros, oui. Le truc, c'est qu'il faut éviter de les mettre. En fait, idéalement,
vu qu'on fait du frame, on les lance plusieurs fois par seconde, etc., on va essayer de les lancer séquentiellement. C'est-à-dire que je vais essayer d'en lancer un. Enfin non, je vais l'aborder d'une autre façon. La première chose, c'est qu'il faut que tout soit stocké en mémoire. De façon à ce qu'on ne fasse pas, à chaque fois que je charge un nouveau modèle, que je remette les poids en mémoire, mais que j'enlève les poids de celui qui était déjà là. Parce que c'est ça qui est très long. Donc la première chose, c'est qu'il faut que qu'on puisse tout mettre en mémoire, ou que celui qu'on met pas souvent, qu'on n'utilise pas souvent, à ce moment-là, celui-là, on le chargera quand on en aura besoin. Donc c'est la première chose. Donc nous, pour notre cas, on avait 8 Go de RAM du, YOLO, mais du RAM CPU. On avait 2 Go. Alors non, on avait. Toujours rien à voir. Ouais, on avait. Vas-y, redis-moi parce que je me souviens plus. Pour la pipeline YOLO. d'embedding, non, ça c'est bon, on a 8 Go. Ouais. Pour la pipeline d'embedding, on avait beaucoup. Là, on avait 8 Go de RAM et 4 Go de VRAM. Après, en réalité, ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas du tout autant. Mais c'était les requirements que j'ai trouvés en ligne parce qu'il fallait que je mette quelque chose pour que vous ayez un ordre de grandeur. Mais en réalité, ça me prenait beaucoup moins. J'ai jamais utilisé 4 Go de VRAM pour ça. Après, ça dépend toujours de la taille des images. Parce qu'en fait, c'est toute la pipeline là. Donc, du coup, ça va dépendre de la quantité d'images que vous traitez à la seconde, de plein de choses. Donc là, du coup, on est à 16 plus 4 Go de mémoire graphique au total. Et pour le dernier, RAM. là, on est à 16 plus de 8. 8 Go de RAM et 2 Go. Donc là, on rajoute 2 Go de VRAM en plus. Si on veut vraiment avoir un truc qui répond au tac au tac. Et ensuite, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il n'y a pas que la contention au niveau des ressources de la mémoire. Il y a la contention au niveau des ressources, tout ce qui est GPU. Alors, je ne vais pas faire la liste parce que tu peux y aller dessus. En bas, je l'ai mis aussi, ça. Sur laquelle? Si tu descends. Enfin, les différents types de ressources. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, il vaut mieux les lancer en séquentiel. Du style, je fais la détection d'image, puis je fais la détection d'un autre truc, puis je fais... Enfin, en gros, idéalement, il vaut mieux essayer de faire du séquentiel pour avoir des performances stables. Par exemple, si tu fais un parallèle sur le use case, tu vas essayer peut-être de lancer l'audio, et puis à partir du moment où tu détectes un bruit, c'est là où tu vas charger ton modèle d'image pour aller voir ensuite qu'est-ce qui se passe, par exemple quand le grand-père il tombe, comme ça. Ouais, alors après, voilà. Peut-être pas dans ce cas-là, mais... ça va dépendre des ressources de ton GPU. Ouais, voilà. C'était quoi que tu cherchais tout à l'heure? Je cherchais d'un slide, tu descends en bas. Ah, c'est après la... Tu descends tout en bas. Encore. Modèle. Multiple running in parallèle. Donc il y avait... Ouais, alors évidemment, il faut éviter de faire du multithread à ce moment-là parce que là, tu ne maîtrises pas du tout le flux des choses. Et donc là, c'est l'enfer. Éviter la concurrence GPU. Après, il faut minimiser le CPU-GPU transfert. Mais ça, c'est quand on a des gros débits. Parce qu'en fait, il y a de la limitation. Mais là, nous, en l'occurrence, ça va. C'est plutôt sur de l'entraînement, sur ce genre de choses. Alors là, je ne les ai pas listés. Mais les types de ressources qu'il y avait, bon, c'est pas grave. Vous irez regarder. Mais vraiment, l'essentiel, c'est la mise en mémoire. C'est ça qui prend le plus de temps. Et à partir du moment où on fait du séquentiel, ça va. Parce qu'après, il y a aussi le cache très rapide. Il y a aussi plusieurs autres choses à prendre en compte. Bah, merci, en tout cas. Ouais.